Notre CA ce soir avec Martine Hébert, Christian Iaccarini. Bonsoir à vous deux. Bonsoir, Gérald. Alors, on va revenir sur Lion Électrique qui est au bord de la faillite. Le gouvernement du Québec qui ne veut plus injecter d'argent dans Lion Électrique, malgré le fait qu'il y a des investisseurs québécois qui sont intéressés. Vincent Chiara, Claude Boivin, la Fondation Saputo, Québec qui avait déjà injecté 177 millions dans l'aventure, le gouvernement fédéral jusqu'à 21 millions. Christian, est-ce que c'est la bonne décision de ne pas remettre de l'argent dans Lion? Oui, je pense que c'est vraiment la bonne décision, d'autant plus que ça fait longtemps qu'on sait que ça ne va pas bien dans Lyon. On voit maintenant de l'ampleur. Mais moi, ce qui me scandalise, mais vraiment, c'est de penser que les gens qui ont parti Lyon, on s'entend, là, Lyon, c'est un échec. C'est un pur échec en ce moment, à tout égard. Marc Bédard, qui est le fondateur, en 2021, il a caché 28 millions de dollars. Son salaire était autour d'1,3 million par année, alors que son entreprise est un échec. Moi, j'ai rien contre le fait que le monde devienne riche parce qu'ils réussissent. Et comment ça se fait qu'aujourd'hui, quand on met de l'argent public, on ne regarde pas ça? Dès qu'ils rentrent en bourse, normalement, quand tu rentres en bourse, Martine, c'est pour aller chercher du capital pour te développer. Là, les gens, ils rentrent en bourse pour tout simplement cacher de l'argent. Moi, je connais Qu'est-ce que vous voulez dire par cacher? Parce que c'est quand même important ce que vous dites comme mot, là. Cacher 28 millions, oui, cacher de l'argent. Juste préciser, Christian. C'est ça. Ils ont des actions, hein? Ils rentrent en bourse. Dès que tu rentres en bourse, l'action monte. 3 mois après l'entrée en bourse, M. Bédard a vendu un bloc d'actions. Dans l'année 2021, il l'a vendu pour 21 millions de dollars. Donc, il a ramassé 21 millions de dollars cette année-là, en plus de son salaire, et les autres dirigeants aussi, y compris les membres investisseurs du début. Normalement, quand tu investis, tu es supposé récolter quand ton entreprise fait de l'argent. Et quand vous dites cacher, vous voulez le mot cash? Oui, cash. Ah, OK, non, pas cacher. Non, OK, je comprends votre... Non, je comprends. C'est important. OK, c'est un mauvais anglicisme. Il a encaissé. Il a encaissé. Voilà. OK, donc, grosso modo, c'est ça. C'est ça. Martine, qu'en pensez-vous? Bien, écoutez, je pense qu'à un moment donné, pour pas faire un mauvais jeu de mots, il faut tirer à la plug, hein, comme on dit. Il faut débrancher la prise, disons ça en français, mais parce que ça fait longtemps qu'on sait que Lyon a des problèmes, Gérald. C'est pas nouveau, là, de dire qu'il y a des problèmes même dans la livraison, le fait d'honorer les contrats. C'est une entreprise qui a cru très rapidement, puis je pense que le processus de production puis la livraison des produits n'a pas suivi, si vous voulez, là, les ambitions qu'il y avait à l'époque. Mais moi, je vous dirais, Gérald, que là où ça fait mal encore plus, et pour avoir été moi-même aux États-Unis pendant 5 ans, on a travaillé avec Lyon. Absolument. C'est sûr que c'est pas optimal là, pour la réputation du Québec et des produits québécois à l'étranger quand il y a une entreprise comme Lyon, comme ça, là, du jour au lendemain. C'est quoi le message du gouvernement du Québec de ne plus mettre d'argent? Est-ce que ça veut dire que le gouvernement Legault ne va plus soutenir les projets de la filière batterie? Moi, je pense que le gouvernement Legault, à l'heure actuelle, je pense qu'il y a d'autres projets dans le secteur de la batterie là, qui tiennent encore debout, je dirais. Oui. Parce que, tu sais, on a parlé beaucoup des échecs, on a parlé de Nordvolt, là, on parle de Lyon, mais il y a quand même, on a quand même avantage à maintenir, même si le marché n'est plus ce qu'on avait escompté à l'époque pour le secteur de la batterie. Je pense qu'on a un avantage sur l'échiquier mondial à maintenir notre expertise ici au Québec, puis l'expertise canadienne dans le secteur de la batterie puis dans le secteur du transport électrique. Ça, je pense que c'est un avantage qu'il faut, parce que surtout dans le contexte actuel où les États-Unis se désengagent complètement de ce secteur-là, je pense qu'il faut qu'on garde... Faut rester engagé. Bon, mais pas au prix de financer des entreprises comme Lyon, qui, on le sait, depuis longtemps, ça va pas bien. Et ça fait longtemps que ça mine notre réputation, justement, chez nos clients américains pour les autres secteurs et ailleurs dans le monde aussi pour les autres secteurs. Ça va devenir difficile politiquement pour le gouvernement d'investir dans la filière batterie avec tout ce qui s'est passé. On a comme miné ce secteur-là par des mauvais choix, des mauvais investissements. Nordvolt, Taiga, Lyon. Mais... Et là, quand le gouvernement va annoncer qu'il va mettre 200 ou 250 millions dans une entreprise dans le secteur des batteries... Il y en a quand même déjà pas mal là, qui est investi dans le secteur de la batterie. Puis il y a des projets qui fonctionnent et qui vont lever à Bécancour aussi. Mais la question est quand même importante. Est-ce que Québec va pouvoir encore mettre de l'argent public dans des projets publiquement avec acceptabilité sociale? Ça va être difficile. Ça va être difficile de faire passer la pilule aux contribuables québécois.
Québécois, surtout quand on a d'autres, on sait qu'il faut faire des choix au gouvernement. Il y a d'autres projets majeurs. On l'a vu la semaine passée là, avec l'hôpital Maisonneuve-Rosemont encore. Donc, il y a d'autres choix que le gouvernement doit faire. Fait que c'est ça, c'est ça, tout à fait. Donc, c'est pour ça que ça va peut-être être difficile. Par contre, il ne faut pas enlever nos billes de partout ou là où on l'a mis dans la filière batterie. Il y a d'autres projets qui sont en cours à l'heure actuelle. Donc, vous croyez sur toujours lesquels à la il faut continuer filière de batterie. miser. Vous, Oui. est-ce que vous croyez toujours à la filière batterie? Je ne le sais pas. Je ne le sais plus du tout. J'y croyais vraiment. Je ne le sais plus, là. Je pense qu'en tout cas, il y a une chose certaine, c'est qu'on a un pas de recul à faire puis faire vraiment de l'analyse. Parce que comment ça se fait qu'on se trompe à ce point-là, qu'on s'est trompé sur Northvolt, qu'on s'est trompé sur Lyon? Comment ça se fait, là, qu'on se trompe comme ça? Oui, ça, là-dessus, je suis d'accord. On parle quand même au total là, de sommes colossales là, qu'on a perdues. Si on continue, il va falloir faire ce qu'on appelle une vérification diligente peut-être un peu plus importante. Je ne dis pas qu'il n'y en a pas eu, mais il va falloir le faire parce que force est de constater qu'il y a deux exemples, là, trois exemples concrets qu'on vient de donner qui sont quand même assez majeurs. OK. Hausse du salaire minimum au Québec à 16,10 l'heure, 35 cents, 2,2 %. La plus faible croissance depuis 2016 du salaire minimum. Est-ce que c'est une hausse raisonnable? Oui. Oui. J'adore. Avant, c'était non quand vous étiez à la FCI. Non, à la FCI, ce que je disais, et je vais le répéter encore aujourd'hui, ce qui est important dans la hausse de salaire minimum, bon, d'une part, oui, il faut assurer une base minimale là, aux travailleurs et aux travailleuses qui sont au salaire minimum, une base décente. Et ça, c'est sûr que quand on regarde juste le salaire minimum avec nos lunettes là, d'approche, puis qu'on regarde juste ça, on dit, bien, c'est pas beaucoup, hein, 29 000 par année. Ça donne à peu près 29 000 par année, une job à temps plein, 35 heures. Exact. Mais quand on regarde avec l'ensemble des transferts qu'on a au Québec, justement, c'est pour ça qu'on a un filet social au Québec. C'est pour ça qu'on a, par exemple, des allocations familiales, des crédits d'impôt pour solidarité. Quand on met tout ça ensemble, là, l'équipe de M. Godbout, je pense que la chaire de l'Université de Sherbrooke l'a démontré. Là, une personne avec un enfant, c'est à peu près 40 800 $ qu'elle reçoit de revenus disponibles au total par année si elle travaille au salaire minimum. Donc, il faut regarder ça, Gérald, dans l'ensemble. L'autre élément, c'est la hausse du salaire minimum pour les PME. Et quand j'étais représentante des PME, je le répète encore aujourd'hui, il faut faire attention à l'effet domino. C'est que si on a des hausses trop marquées du salaire minimum, ça crée un effet domino dans les petites entreprises et c'est là où on leur coupe un petit peu l'herbe sous le pied. Très parce bien, que je vais entendre Christian là-dessus. On est obligé de consentir des hausses plus élevées aux autres employés aussi. Moi, j'ai toujours eu de la difficulté, je le comprends, mais j'ai toujours eu de la difficulté sur des modèles d'affaires qui reposent sur des salaires si bas. J'ai toujours eu cette difficulté. Je comprends qu'on est là, mais quand on parle d'hausser la productivité, de diversifier nos marchés, d'innover, tous ces grands mots-là, il faut qu'un jour, on cesse d'avoir autant de gens au salaire minimum. Là, je regardais les chiffres comme tout le monde. Les 18-24 forment à peu près 60 % des gens qui sont au salaire minimum. Bon, on peut comprendre des jeunes de 17 ans qui travaillent à temps partiel. C'est le Québec qui a le plus bas taux de salaire minimum. Mais ça veut dire qu'il y a 40 % des gens en haut de 24 ans qui sont sous le salaire minimum. Là, il commence à avoir un problème. Là. Quand tu travailles à temps plein, que c'est ta job, et là que tu gagnes le salaire minimum, il commence à avoir un problème. Il faut arriver à ce qu'on ait une économie qui ne repose pas sur des bas salaires. Et quand on dit, ben oui, mais si on augmente le salaire minimum, ça fait une pression sur les autres salaires, je dis... faut arriver... Bien, c'est peut-être moins pire dans des grandes entreprises, lorsque ça arrive, comme Walmart, par exemple, des grandes multinationales. On nous dit que le Québec est un pays de PME. Tout à fait. Bien, donc, c'est pour ça. Il faut qu'on ait des PME qui soient florissantes. Oui, mais qui soient florissantes et qui ne basent pas leurs revenus sur des bas salaires. Parce qu'une société qui a des bas salaires, elle ne va nulle part. Je suis d'accord, mais... Elle coûte cher, les programmes sociaux. Les gens de l'IRIS calculent le revenu viable à 28 $ de l'heure. Ils disent pas d'avoir le salaire minimum, mais ça prend un revenu pour vivre décemment, puis être capable de se déplacer, puis avoir une vie qui a de l'allure. Sans penser qu'on va à 28 $, est-ce qu'on devrait aller beaucoup plus haut que 16,10 $? Bien, dans un monde idéal, c'est sûr qu'on irait plus haut que 16,10 $. C'est sûr qu'on serait à plus que ça, à 20 ou à 20 quelques dollars de l'heure, mais on ne vit pas dans un monde idéal. Puis là, je suis en partie d'accord avec Christian et je suis en partie en désaccord dans le sens où c'est le fun de dire, oui, on va diversifier les marchés et tout ça, mais quand tu es une petite boulangerie à Chicoutimi puis que tu as 5 employés, je veux dire, ton marché, il est là, il est local, tu as bien beau vouloir diversifier, je ne vais pas
commencer à aller vendre mes baguettes à Paris. Donc, il y a une limite à la croissance. Et c'est de ça dont il faut tenir compte dans ce phénomène-là, tout en se disant, bien, effectivement, ça serait souhaitable qu'on puisse avoir plus de gens qui travaillent à des salaires moi, plus je fais la élevés. différence entre ta petite boulangerie à Chicoutimi et une PME manufacturière. Il y a là une différence. Je comprends Mais que... c'est le même salaire minimum. C'est le même salaire minimum. Oui. OK. Alors, voilà, hausse du salaire minimum. Merci pour ce débat. Hein? Vous étiez bien enflammés ce soir. Merci, Christian. Merci, Martine. Merci à vous, Salut, Gérald. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.